Pascal Bruckner pour cet ouvrage Un coupable presque parfait. Vous êtes un habitué des séjours à Pau et de la présentation des livres chez nous. Et c'est donc, je dirais très amicalement, que vous avez accepté cet échange par Zoom, qui est notre nouveau moyen de communiquer. Oui, Et pour, je disais tout à l'heure, un ouvrage qui s'inscrit dans une suite de préoccupations, de livres qui, depuis plus de 20 ans, jalonnent votre réflexion. Le sanglot de l'homme blanc a été peut-être le premier signal qui a été envoyé sur ce sujet-là. La tyrannie de la pénitence, ensuite. Et puis là, maintenant, en, en se focalisant sur cet événement particulier comment dire, de la réplication et du redoublement des comportements anglo-saxons bien connus sur les campus. Et je dis au passage que vous connaissez bien l'Amérique pour avoir enseigné dans les universités américaines et même y avoir une partie de votre famille. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez bien. D'ailleurs, le livre regorge d'exemples précis, étudiés, repérés. Ce n'est pas donc une théorie idéologique qui viendrait surimposer à une autre, mais au contraire, qui est penchée sur la réalité. Et pour aller vite, eh ben, ceux qui actuellement traversent la société américaine et les sociétés post-américaines ou néo-américaines, comme la société européenne et la nôtre en particulier, ce sont les questions du féminisme, plus exactement du néo-féminisme, tel qu'il se pratique et qui fait que, après avoir voulu faire des femmes nos égales, ce qui était bien la chose la plus légitime qui soit, on tente à en faire aujourd'hui des rivales et des rivales particulièrement violentes dans certains cas qui compliquent un petit peu les relations hommes-femmes d'une manière générale. Ensuite, les questions de l'identité, du racisme, si présentes aux États-Unis, mais qui prennent chez nous aujourd'hui le même chemin, alors que nous n'avons pas la même histoire, que nous n'avons pas le même parcours, que l'esclavage n'a jamais eu lieu sur le sol français, et vous le rappelez, comme il a eu aux États-Unis, qui a été un pays qui a été fondé un petit peu là-dessus. Et puis, les questions de race qui viennent aujourd'hui se multiplier encore les embûches, comme si tout d'un coup, toutes les minorités s'étaient trouvées disjointes de l'ensemble de ces États qui rassemblaient les gens sous la bannière d'une même croyance commune et de protection commune, et que s'agitaient des électrons à la fois individuels et collectifs qui posaient des problèmes voilà, de relations humaines complexes dans nos sociétés, dont vous dites, et c'est le sujet du livre, que ce coupable presque parfait de toutes ces dérives et de tous ces reproches, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Et la question qui vient est de nous dire maintenant pourquoi. donc bonjour Marc, Bonjour. ravi d'être là ce soir. Je préfère être en chair et en os parmi vous, à Pau, une ville que j'aime beaucoup, mais bon, là, nous sommes contraints d'être à distance. Alors merci de m'avoir convié. Pourquoi ce phénomène est-il en train de prendre une allure aussi massive et globale? Je pense d'abord que la première raison, c'est que les gauches européennes sont en état de défaillance grave, et pour rester dans l'euphémisme, voire en état d'agonie, et dans l'absence de doctrine qui puisse aujourd'hui pousser les gauches en avant, la lutte des classes est en train d'être supplantée par la lutte des races. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans notre rapport aux États-Unis? Je pense qu'à la fin des années 60-70, un certain nombre de philosophes français célèbres ont été exportés aux États-Unis. Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, où ils sont arrivés sur un terrain incandescent qui a littéralement bu leurs paroles comme paroles d'évangile et les a en quelque sorte retranscrites selon le contexte nord-américain. Pascal, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde là-dessus, puisque Oui, vous abordez cette question, elle me paraît intéressante. Précisément, prenons le cas du plus connu de ces philosophes, de la French Theory, je pense à Derrida. Bon, Jacques Derrida comment dirais-je, a mené une
de réflexion sur la pensée philosophique européenne particulièrement forte, particulièrement intéressante sur les concepts d'origine, de différence, de logocentrisme, etc., qui étaient véritablement des réflexions philosophiques. Comment se fait-il que, passé aux États-Unis, ces concepts ne sont plus le centre de la préoccupation, mais leur application au domaine littéraire en particulier, et qui donne en réalité une certaine, comment dirais-je, comme si on avait donné un ouvre-boîte qui permettait tout d'un coup de déconstruire des choses sur lesquelles on pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir des reproches à faire, mais sans que le fondement de la théorie n'apparaisse jamais. Et je me réfère à une réflexion de Georges Steiner qui disait, mais au fond, c'est une bouffonnerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est-à-dire que les théories françaises, la French Theory, comme a dit François Cusset, est arrivée là-bas avec toute sa complexité, et les Américains en ont profité, s'en sont emparés pour faire l'éloge des identités et des minorités. C'est-à-dire que là, pour aller très vite, la philosophie française voulait dissoudre le sujet de l'identité, les Américains l'ont renforcé. Et ce qui est intéressant, c'est que 20 ou 30 ans après, on leur a envoyé le virus et ils nous renvoient la maladie complètement développée. C'est-à-dire qu'il y a une analogie assez forte avec ce que nous variant. vivons. Il nous renvoie le variant. Voilà, avec ce que nous vivons en ce moment. Et les États-Unis, donc, ont complètement acculturé ces théories et on essaye donc d'imposer au reste du monde, en tout cas au reste du monde occidental, leur vision de la race, du genre, de l'identité, parce que pour eux, c'est ainsi qu'il faut comprendre des sociétés humaines. Il faut donc primer l'aspect racial sur l'aspect social. Il faut le genre doit détruire le sexe et l'identité est un absolu contre lequel nous ne pouvons rien. Et c'est cette théorie-là qu'un certain nombre de néo-féministes, de néo-antiracistes ou de décoloniaux essayent d'imposer dans le contexte français, avec très souvent d'ailleurs un usage des termes anglais, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe même plus aujourd'hui, un peu comme dans le commerce ou à la bourse ou dans le business, on ne se préoccupe même plus de traduire les titres en français, on prend directement les mots anglais. Alors on entend à la radio le male gaze, ce qui veut dire le regard masculin, mais si vous le dites en français, vous êtes un plouc, tandis qu'en anglais, c'est tellement plus chic. Il y a le crop top aussi. Enfin, bref, tout est anglicisé. C'est un nouveau snobisme qui nous arrive donc directement d'outre-Atlantique et souvent de la part d'individus, hommes ou femmes, qui enseignent là-bas, qui ont fait leurs études et qui ont le sentiment de nous apporter une révélation. Alors que c'est Alors là, souvent c'est ma question suivante. Là. Précisément, si on considère que c'est une contamination, si on considère en tout cas que c'est un passage d'un côté vers l'autre, comment se fait la transmission? Est-ce que c'est lié au fait d'avoir des visiting professeurs français qui enseignaient dans les universités américaines et qui reviennent, par des étudiants? Comment se fait cet échange? Parce que c'est quand même très, très étonnant. Il ne passe en quelque sorte que par des canaux élitistes. Si on parle de l'université, on parle des études supérieures, c'est donc par le canal élitiste que ça se transmet. Comment ça peut devenir populaire, cette affaire-là? Alors ça se transmet de deux façons. Effectivement par les universités, mais les universités, ne l'oublions pas, ont une influence très forte sur les médias. Il n'y a rien qu'un journaliste aime plus que d'être à la page, d'être branché. S'il peut énoncer une banalité en anglais, donc elle deviendra immédiatement une sorte de bijou théorique et il ne s'en privera pas. Donc il y a une sorte de relation incestueuse entre les universités et les médias, mais il y a autre chose aussi et qui est peut-être plus inquiétant, c'est que les Américains eux-mêmes ont un service de propagande dans leurs ambassades, ils vont prospecter dans les banlieues, ils vont directement s'adresser à des jeunes leaders. Vous savez, ils ont ce groupe qui s'appelle les Young Leaders, c'est-à-dire qu'ils repèrent dans les banlieues des jeunes gens ou des jeunes femmes brillants et ils les font venir aux États-Unis et ils leur inculquent en quelque sorte leur théorie racialiste ou antiraciste ou genrée pour qu'ils l'appliquent ensuite à la France. Et donc, c'est à la fois
élitiste, mais c'est aussi populaire en direction des banlieues, puisque beaucoup d'Américains sont persuadés que nous, Français, nous sommes des arriérés, des primitifs et que nous devons être rééduqués à la théorie américaine parce que notre société est trop arriérée, trop raciste sans le savoir et que notamment notre rapport à la religion est empreint d'un archaïsme qui heurte beaucoup la gauche américaine. Et une objection cependant, est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir à ce phénomène? Est-ce qu'on ne lui donne pas plus d'importance qu'il n'en a? Est-ce que ce n'est pas une affaire finalement d'intellectuels et de journalistes qui aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus profondément inscrit dans la société? Je pense que c'est au départ, c'était très minoritaire. Ça a commencé au début du XXe siècle, même XXIe siècle, peut-être même avant, mais c'est en train d'envahir toutes les universités françaises. Ça, je pense que c'est beaucoup plus grave qu'on ne pense parce que des instituts comme Sciences Po ou d'autres départements universitaires sont littéralement inondés, la Maison des sciences de l'homme, inondée par les théories décoloniales et antiracistes. Je crois avoir lu dans Le Point aujourd'hui que 1000 thèses à Sciences Po portent déjà sur ces thèmes. Donc, on n'est plus dans un mouvement minoritaire. Il y a des mouvements politiques dans les banlieues ou qui s'adressent aux banlieues comme les indigènes de la République, dont on prédisait la disparition depuis 15 ans et qui sont là plus forts que jamais et qui sont même parfois cités par les plus hautes autorités de l'État. Donc, pour que Jean-Michel Blanquer, par exemple, ait dit que l'université était infectée par l'islamo-gauchisme, qui est aussi une des conséquences de ces théories, c'est que le phénomène a depuis longtemps dépassé des petits cercles minoritaires et qu'il est véritablement en train de rentrer dans les mœurs. Et c'est ça qui est inquiétant. Et il rentre dans les mœurs, notamment par le néo-féminisme et par le néo-racisme ou l'antiracisme raciste qui est en train de faire des émules chez nous, parce qu'effectivement, comme je le disais, il s'inscrit dans un vide de la pensée de gauche. La social-démocratie est incapable de proposer en quelque sorte un substitut au marxisme qui a disparu avec la chute du mur. Et dans ce vide s'engouffrent des théories venues directement des États-Unis et qui ont par ailleurs des ramifications dans le monde entier, en Amérique latine, en Inde, en Israël. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime de dire que, par exemple, la gauche américaine, est-ce qu'on peut retenir ce terme, la gauche américaine, on l'entend parfois, au fond, c'est la même chose que l'extrême gauche française ou d'autres mouvements de gauche européenne ou pas? Ou est-ce qu'on est à des années-lumière de ça? Ben, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gauches américaines, comme il y a plusieurs gauches françaises. Il y a la gauche centriste démocrate, celle qui vient de gagner les élections avec Biden, et puis il y a la gauche extrême, et qu'on appelle d'un terme un peu barbare, qui s'appelle le wokism. Alors, ça veut dire les éveillés, puisque en anglais, to awake, ça veut dire se réveiller. Les wokism, c'est une sorte de nouvelle religion de l'extrême gauche américaine qui prétend porter la justice sociale, raciale et sexuelle, et qui va très vraisemblablement poser des problèmes à l'administration Biden. Je donne un exemple tout simple pour vous expliquer où on en est. Lors d'un discours qui a été tenu à la Chambre des représentants par un pasteur, il y a 1 ou 2 semaines, le pasteur a fait un sermon, c'est un pasteur méthodiste, donc vous savez que l'Amérique est une démocratie très religieuse et non pas laïque comme la nôtre, et le pasteur méthodiste a terminé son sermon en disant Amen et A woman. Donc, vous savez qu'en anglais, men and woman. Or, le mot Amen est un mot araméen qui veut dire ainsi soit-il, qui a été repris par le judaïsme, le christianisme et l'islam. En arabe, c'est Amin. Donc, dire Amen et A woman, c'est déjà s'approprier la langue araméenne, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'américain d'aujourd'hui, et lui appliquer des critères d'égalité entre les sexes qui, évidemment, laisseraient
nos ancêtres de Palestine et du Proche-Orient abasourdis. Mais le pasteur en question a continué, il a même, dans le panthéon américain, il a même installé Brahma, le dieu hindou, et puis ensuite il a dit que la Chambre des représentants, donc le Congrès américain, devrait désormais adopter la nouvelle dénomination des individus qui supprime les pronoms, supprime la division du monde entre hommes et femmes, garçons et filles, et demande à chacun comment il veut qu'on l'appelle. Est-ce qu'il veut qu'on l'appelle il? Est-ce qu'il veut qu'on l'appelle elle? Est-ce qu'il veut qu'on l'appelle monsieur, madame? Ou est-ce qu'il veut qu'on l'appelle yel, c'est-à-dire un mélange entre i et elle? Et s'il est transgenre, comment veut-il qu'on le qualifie? C'est-à-dire que dans l'enceinte du congrès de la plus grande démocratie du monde, on est en train de discuter en quelque sorte du sexe des anges, puisqu'on ne veut pas surtout mégenrer les individus. Si vous êtes une femme et que vous vous sentez homme, on ne va pas vous appeler madame, on va essayer de vous appeler monsieur. Vous voyez un peu où on en est aux États-Unis. Donc mon inquiétude, et je crois parfaitement légitime, c'est qu'un jour, on en arrive là en France, on a déjà l'écriture inclusive qui est impraticable pour des élèves du secondaire, et même moi, je ne comprends pas comment elle fonctionne. Si on en est… Comment? Surtout imprononçable. Oui, surtout en provençal. Si on en est à remettre en cause la différence biologique entre les hommes et les femmes en disant que c'est une construction, et vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, l'écrivain J.K. Rowling, dont vous connaissez tous Harry Potter, a été très violemment attaqué sur les réseaux parce qu'elle expliquait que si respectueuse soit-elle des transgenres, pour elle, un homme reste un homme et une femme reste une femme, et que quels que soient les miracles de la chirurgie ou des injections, il était difficile de passer de l'un à l'autre sans beaucoup d'artifice. Elle a été littéralement menacée de mort, et même David Radcliffe, qui est un des acteurs, des jeunes acteurs de la série Harry Potter, s'est excusé au nom de toutes les personnes transgenres si elles avaient pu se sentir offensées. Donc on a là une illustration très simple, si vous voulez, d'une certaine gauche qui, au nom de la justice sexuelle, à la fois conteste complètement la division homme-femme et fait des nouvelles minorités, des minorités offensées par un discours qui peut éventuellement les blesser. Et nous avons là une alliance très intéressante entre la volonté de démolir complètement le vieux cadre anthropologique sur lequel vit l'humanité depuis les origines, mais aussi de mettre en avant la victimisation de catégories qui pourraient se sentir heurtées par les propos, par exemple, de J.K. Rowling, mais évidemment, beaucoup d'autres gens sont en désaccord avec ce que je considère pour ma part, et je ne suis pas le seul, y compris aux États-Unis, comme une théorie légèrement délirante, pour ne pas dire déconnante. Mais l'Amérique du Nord et le Canada en sont là, donc il ne faut pas… Ça devient majoritaire là-bas et je crains que ça ne traverse l'Atlantique plus vite que nous le pensons. Et je voudrais qu'on aborde à ce stade-là un aspect des choses, parce qu'après tout, qu'il y ait des gens qui pensent comme ça et qui essaient d'imposer leurs idées dans une société qui est ouverte et où toutes les opinions peuvent être reçues, pourquoi pas? Mais ce qui semble être extrêmement dangereux et aujourd'hui de plus en plus dangereux, c'est la menace de la condamnation. Alors, non seulement la condamnation immédiatement par les réseaux sociaux, qui sont véritablement des réflexes collectifs et extrêmement dangereux, on le voit bien, mais aussi le droit, la jurisprudence et l'action des tribunaux qui n'étaient pas jusque-là aussi présentes et aussi menaçantes dans la société française qu'elles ne l'étaient dans la société américaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une contamination qui se produit dans ce domaine aussi? Oui, alors il y a évidemment, alors c'est ce qu'on appelle, alors on entrera peut-être après dans le détail du néo-féminisme, de l'antiracisme et de la pensée décoloniale, mais ce qu'on appelle la culture de l'annulation, la cancel culture, oui. C'est une culture donc, qui se veut d'extrême gauche et qui estime, qui met fin, si vous voulez, au pacte libéral de base que nous avons tous, c'est-à-dire que dans une démocratie, il y a un conflit des valeurs à l'intérieur de la société et le propre d'une démocratie, c'est le désaccord. Nous sommes d'accord
pour être en désaccord les uns avec les autres, et nous faisons même de ce désaccord le prix à payer pour la pluralité des opinions. Dans la culture de l'annulation, qui est la culture de certains campus, votre simple désaccord est un affront fait aux opprimés, aux malheureux, et donc vous n'avez pas le droit de l'exprimer, vous devez être annulé. Et on ne compte plus le nombre de professeurs, hommes ou femmes, ou de journalistes qui ont été littéralement virés de leurs universités, qui ont été effacés tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les étudiants ou parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les opinions de tel ou tel. Alors, ce qui est intéressant, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que ça ne reste pas un mouvement minoritaire? Et là, je vais répondre sur deux plans. Aux États-Unis, ce ne sont plus les journaux qui font les opinions, ce sont les universités qui impriment aux journaux leurs opinions. Et là, il y a, par exemple, deux grands journaux que nous connaissons tous, c'est le Washington Post et le New York Times, sont désormais les phares de cette pensée woke, de cette pensée de l'annulation, et eux-mêmes, dès qu'ils en ont l'occasion, éjectent les journalistes qui ne se plient pas à cette nouvelle idéologie. Et puis, si on pense qu'en France, l'idée que l'homme blanc est coupable par excellence, si on pense qu'en France, cette idée-là est minoritaire, ben, il suffit de se reporter à la parole présidentielle. Quand Macron, il y a quelques années, a dit que donc il regrettait que telle industrie soit dominée par des mâles blancs de plus de 50 ans, ou quand Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a expliqué qu'elle voulait en finir avec un média où il n'y avait que des hommes blancs de plus de 50 ans, on voit bien qu'on est déjà rentré, au moins au niveau des élites, dans cette idéologie et que ça va se poursuivre parce que une des clés d'entrée de cette doctrine, c'est sa simplicité. Si effectivement le monde se divise entre l'homme et la femme blanche d'un côté, parce qu'on verra tout à l'heure que la femme blanche n'est pas mieux lotie que l'homme blanc, et puis tous les autres, alors là c'est la simplicité de cette doctrine fait que les gens vont l'adopter avec enthousiasme. Dans le marxisme de la lutte des classes, il y avait une petite difficulté théorique. Si on admettait les postulats, là, c'est extrêmement simple. Il y a les bons, le reste du monde, puis il y a les méchants, les Européens et les Occidentaux. Donc voilà un nouveau manichéisme qui, à mon avis, est promis à une grande fortune. Prenons donc les catégories là qu'on a évoquées. Peut-être un mot, donc, puisqu'on a commencé par là, sur le néo-féminisme. Alors, qu'est-ce qui le caractérise aux États-Unis et qu'est-ce qui le caractérise en France? Est-ce que c'est la même chose? Alors, aux États-Unis, les féministes sont en avance sur la tendance actuelle. C'est-à-dire que dans les années 90, et j'en avais parlé dans un livre qui s'appelait La tentation d'innocence, il y avait déjà un certain nombre de féministes américaines qui expliquaient que le rapport homme-femme était un rapport d'oppression presque quasi anatomique, c'est-à-dire que une femme ne pouvait pas être attirée par un homme sans vouloir en quelque sorte sa propre servitude, puisque l'homme, de par son anatomie, est un violeur et un agresseur. C'est donc un soldat de la sexualité. Ça n'est jamais un amant, c'est un soldat. Et ces théories avaient été développées dans les années 90 par des féministes comme Marilyn French, Catherine McKinnon, Andrea Dworkin. Andrea Dworkin est morte aujourd'hui. Et ces théories ont mis 20 ans à traverser l'Atlantique, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais maintenant, elles sont installées chez nous. Et donc, c'est cette idée, si vous voulez, que nous vivons dans une société du patriarcat et que la règle du patriarcat, c'est le viol, c'est le meurtre, c'est la pédocriminalité et que si bien intentionné soit un homme, son anatomie, sa physiologie font de lui un quasi-violeur, même quand il demande le consentement de sa partenaire. Et tout le débat qui a lieu aujourd'hui en France et qui le décalque du débat nord-américain est justement sur l'idée de consentement. Et beaucoup de féministes françaises pensent que le consentement n'est pas possible tout simplement parce qu'entre un homme et une femme, il n'y a pas
d'égalité possible. L'homme écrase la femme du poids de son influence, du poids de sa force physique. Et donc, beaucoup de féministes françaises pensent qu'on devrait peut-être en arriver à ce qui se passe sur certains campus où le consentement entre garçons et filles est fait sur des applications, on appelle ça le consentement affirmatif, où par exemple on va sur on va sur Internet et puis on décrit, soit par oral, soit par écrit, ce qu'on va faire, le nombre de fois qu'on va le faire, très précisément, et cette application a une sorte de quasi-valeur juridique. Donc, si la jeune fille, en cours de route et pendant l'acte amoureux, décide d'arrêter, eh bien, si le garçon ne le fait pas, il est considéré comme un violeur et donc on peut le poursuivre. Sous l'administration Obama, l'État américain a mis en place une loi qui s'appelle le titre 9, Title 9, donc qui fait que l'administration est désormais autorisée à enquêter sur les rapports amoureux entre étudiants et étudiantes et à évidemment éviter que ces rapports amoureux ne soient entachés de force et de violence. Mais évidemment, la difficulté pour les universités, c'est à la fois d'éviter de laisser un crime impuni. Par exemple, si une étudiante se plaint de viol et qu'on ne punit pas son agresseur, c'est pour l'université une faute énorme, elle sera condamnée à verser des dédommagements. Mais en revanche, si un étudiant est accusé à tort, alors on viole ses droits constitutionnels et il peut porter plainte contre l'université. Et donc, ce modèle judiciaire, parce que n'oublions pas que l'Amérique est une démocratie juridique, est en train de passer avec armes et bagages chez nous et on voudrait appliquer aux relations amoureuses françaises les mêmes méthodes que les relations amoureuses américaines, qui évidemment ont un héritage très différent, puisqu'à la fois l'Amérique est une démocratie puritaine, c'est-à-dire l'héritage est puritain, et une démocratie judiciaire. Avons-nous envie, je pose la question, je n'en sais rien, d'interposer un avocat entre les personnes que nous aimons et nous-mêmes? Donc, avons-nous envie de référer devant un juge de tous nos actes amoureux ou sexuels? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, à la poursuite de MeToo, les féministes françaises les plus en pointe veulent en quelque sorte punir les hommes qui se sont rendus coupables d'agression ou en tout cas qui ont été soupçonnés d'agression. Et là, on est quand même dans un cas de figure qui est intéressant parce que s'il y a évidemment des criminels sexuels incontestables comme Weinstein ou Epstein, certaines personnes ont été en France accusées à tort. Je pense à Éric Brion qui a été poursuivi par Sandra Muller. Vous vous souvenez peut-être, il y a 3 ans, il y a eu cette association qui s'appelait Balance ton port. Éric Brion a perdu son travail, il a perdu l'estime des siens, il s'est retrouvé seul. Et donc, Sandra Muller a été ensuite condamnée par un tribunal pour abus de pouvoir et dénonciation calomnieuse. Donc, l'affaire est en cours puisqu'elle fait appel. Mais on sait qu'un certain nombre de gens ont été accusés par des femmes des pires choses sur des raisons parfois légères. Je pense à Philippe Cobert, qui a été accusé par une fan à lui d'être un prostitueur, c'est-à-dire un tueur de prostituées. Et elle a dit dans les journaux qu'il cachait dans sa maison des cadavres de femmes parce qu'il était un abominable barbare. Et c'est quand même quelque chose qui lui a nui, qui a duré pendant 3 ans. Il a été parce qu'il avait défendu la prostitution, c'est ça? Parce qu'il avait défendu la prostitution. Voilà, il a été blanchi, mais pensez à un autre cas, c'est Ibrahim Malouf. On parle beaucoup de lui aujourd'hui pour d'autres raisons. Ibrahim Malouf a été accusé il y a 2 ans par une jeune fille, la fille de 14 ans de ses amis, d'attouchement sexuel et de proposition malhonnête. Et à ce moment-là, donc son cas a été soumis à la vigilance des médias. Il vient d'être exonéré, mais évidemment, personne n'en parle. Et
Donc, dès que votre nom apparaît dans l'espace public, on peut penser à Depardieu, on peut penser à Darmanin, on peut penser à d'autres gens, vous êtes alors, la suspicion devient une accusation et l'accusation devient en quelque sorte la preuve de votre crime. Et là, on retrouve un phénomène qui a évidemment été très fort aux États-Unis, c'est le macartisme, où le simple fait d'être inscrit sur une liste faisait de vous déjà un coupable. Et c'est un peu les modalités que les néo-féministes françaises, s'inspirant des américaines, voudraient imposer chez nous. C'est-à-dire que dès qu'un homme est soupçonné d'avoir eu un geste déplacé vis-à-vis d'une femme, Christophe Ruggia vis-à-vis d'Adèle Haenel, eh bien immédiatement, il perd son travail, il est montré du doigt, c'est un violeur abominable et donc il est littéralement sorti de la communauté. Et moi, ce que je demande simplement, c'est qu'on respecte les règles de l'état de droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence et puis le débat contradictoire, preuve contre preuve. On ne peut pas jeter une personne en pâture à l'opinion publique sur une simple suspicion. Alors, pour autant, évidemment, on entend ces arguments. Il n'en reste pas moins qu'il y a en France, on le sait, beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, qu'il y a une situation de l'homme à la femme de violence qui est inscrite un petit peu dans les faits et qu'on ne peut pas nier. L'actualité est remplie de faits qui révèlent des actes de pédophilie, de crimes, etc. Autrement dit, le rapport homme-femme est un rapport par définition conflictuel, par définition complexe. Ce qui semble se passer aujourd'hui, c'est que la flèche de la condamnation ne va que dans une seule direction. Pensez-vous que la France puisse résister et amener un petit peu d'équilibre et de bon sens à un mouvement de déséquilibre qui peut-être est en train de compenser un mouvement inverse qui était la situation de domination qui est aujourd'hui remise en question, ou pensez-vous que cette vague va nous amener à ce conflit permanent et à cette peur des femmes, en l'occurrence pour les hommes, dans le contexte que vous venez de décrire? Moi, je crois que ce qui a changé, et il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui plus de violence et plus de pédophilie qu'autrefois. Ce qui a changé, c'est que notre tolérance à ces pratiques a disparu. C'est-à-dire que nous ne tolérons plus du tout ce qui se passe dans l'Église, par exemple. On vient encore d'apprendre hier des choses abominables sur ce qui s'est passé en Irlande, sur les agissements du père prélat à Lyon, et il vient d'être condamné. Il me semble que dans mon enfance, moi qui ai eu une éducation catholique, ces choses-là étaient monnaie courante et il y avait une omerta totale, tout simplement parce que c'était l'Église et parce qu'il ne fallait pas provoquer le scandale. Dans les relations violentes entre hommes et femmes, là aussi, me semble-t-il, il y a deux choses à considérer. C'est que d'une part, aujourd'hui, on s'en indigne à juste titre, et là, on a parfaitement raison, et même si les violences tendent à diminuer d'une année à l'autre, elles sont évidemment insupportables telles qu'elles existent. Mais il me semble qu'il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que la liberté nouvelle des femmes, quand je dis nouvelle, c'est un demi-siècle, depuis les années 70, engendre chez certains hommes une fureur de propriétaires dépossédés qui les pousse parfois aux pires extrémités, c'est-à-dire au meurtre ou au coup. Et on voit bien comment dans les affaires récentes de femmes battues ou de femmes tuées, c'était souvent des hommes qui ont été abandonnés et qui, ne le supportant pas, ont préféré tuer leur épouse ou leur amante, souvent tuer les enfants et se tuer ensuite eux-mêmes, plutôt que de supporter la douleur ou le discrédit d'avoir été abandonnés. Donc je pense qu'il y a deux choses parallèles. D'une part, nous sommes devenus une société plus démocratique et plus égalitaire, donc il est insupportable de savoir qu'il y a de l'inceste dans les familles, que la pédophilie existe ou qu'il y a des femmes battues, tout simplement parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'intolérable. Mais en même temps, si j'ose dire, certains hommes réagissent extrêmement mal à cette nouvelle liberté des femmes. Et la liberté des femmes va de pair avec la haine des femmes libres. Et donc, c'est une chose qu'on voit
dans le métro, qu'on voit dans le bus. Combien de fois ai-je assisté dans l'autobus ou dans le métro à des hommes seuls qui insultaient des filles en mini-jupe ou des filles, surtout l'été, comme si leur liberté d'allure était un affront à leur virilité, et comme si au fond ils rêvaient de les couvrir et de les ramener à la maison pour ne pas être tentés. Donc, je crois qu'il y a une conjonction de ces deux phénomènes. Quant à la pédophilie, j'ai une assez bonne mémoire. On la découvre aujourd'hui dans les clameurs, mais on la découvre tard. Le journal Le Monde, par exemple, qui est à la pointe du combat contre Maznev, aujourd'hui contre Lévy Duhamel, ne s'est réveillé qu'il y a un peu moins d'un an. Le premier article sur Gabriel Maznev, qui clame depuis 40 ans, urbi et orbi, qu'il est un pédophile fier de l'être et reçu partout, date de 2019. Mediapart a fait un premier article contre Maznev en 2014. Donc là aussi, le réveil est d'autant plus brutal qu'il est tardif, et donc on veut se rattraper et en quelque sorte pas être accusé d'avoir raté le coche. Mais dans les années 80, il y a pour ceux d'entre vous qui sont de ma génération, je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale du Choral. Le Choral, c'était donc un centre de réhabilitation pour enfants handicapés qui était en réalité un centre d'esclavage sexuel où beaucoup d'animateurs se servaient des enfants pour satisfaire leurs pulsions. Et ça a été la première affaire qui a tout d'un coup bouleversé en quelque sorte la bonne conscience des révolutionnaires sexuels, et nous a fait comprendre que tout n'est pas pur dans le désir, et que certaines personnes profitaient des libertés acquises pour exercer un pouvoir indu sur des enfants, et qui plus est, des enfants handicapés. D'ailleurs, c'est l'époque où Gabriel Maznev a été évincé du monde, puisqu'il tenait une chronique dans le journal Le Monde où il parlait de Saint Jean Chrysostome, des philosophes russes, puisque vous savez, Maznev est russe et cultivé. C'est l'époque de ivre du vin perdu. Ivre du vin perdu, et c'est aussi l'époque aussi de Guy Hocquinghem, oui. qui faisait l'éloge de la pédophilie, et de René Scherrer, qui a été mon professeur au lycée Henri IV, grand spécialiste de Husserl. Il est toujours vivant, et qui était un propagandiste effréné de la pédophilie. Passons à un second sujet, la question décoloniale, le mouvement décolonial. Alors, voilà quelque chose qui était connu. Enfin, je veux dire, la France a vécu la décolonisation d'une manière dramatique, extrêmement difficile, pas du tout planifiée. Il a fallu faire face, comme on sait, à la décolonisation d'abord en Asie, en Indochine, puis la guerre d'Algérie, et puis ensuite les autres pays qui ont suivi. Bon, cette question s'est plus ou moins réglée. Ça a été quand même le grand problème de la fin de la guerre en 1945, lorsque De Gaulle arrive et que les choses en sont là et qu'on pense qu'on va devoir refaire la France. Non, il faut d'abord s'occuper de la question coloniale qui était très pesante. Bon, on ne refait pas l'histoire. Et à ce moment-là, bon, il y avait des grands théoriciens. Il y avait Frantz Fanon. Ensuite, plus tard, aux États-Unis, il y aurait Edward Said et compagnie. Donc, la question décoloniale, elle était posée. On la connaissait, on l'avait affrontée. Elle s'était soldée plus ou moins bien. Comment se fait-il qu'elle revienne soudain portée par les enfants et même les petits-enfants, les enfants des enfants, qui en font un crime inexpiable? Du reste, on a vu comment Madame Taubira est arrivée comment dirais-je, à amener en même temps la question de la traite et de l'esclavage, qui est une chose, et la question coloniale, en même temps, qui en est une autre. Et on a même vu des hommes politiques confondre l'un et l'autre et appeler crime l'un et l'autre, alors que ce n'est pas la même chose. Bon, comment se fait-il que cette question nous revienne par les États-Unis? Alors, elle nous revient par les États-Unis, mais aussi par la France. C'est-à-dire que là, je pense que ça, c'est l'aspect le plus indigène ou plus autochtone de notre théorie. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup de théoriciens, la décolonisation n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, elle a été imparfaite, et l'Occident doit rester en quelque sorte la cible éternelle des accusations de colonialisme, d'impérialisme et d'esclavage. Alors, on va les prendre les unes après les autres. Sur l'esclavage, vous avez parfaitement raison, Marc.
et là-dessus, Madame Taubira a péché un peu par hémiplégie ou par simplisme. On nous explique donc que nous sommes des esclavagistes par nature. D'abord, on oublie que les Blancs ont été l'objet de servitude jusqu'au XVIIIe siècle. Si vous allez en Corse, île magnifique, vous voyez les tours génoises. Or, les tours génoises, et ça c'est une chose que l'on m'a expliqué là-bas, ont existé, ont fonctionné jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ça servait à avertir les habitants des villages de l'arrivée des barbaresques, c'est-à-dire des gens qui venaient de Tunisie, du Maroc, ou d'Algérie, ou de Libye, pour prendre des captives et des captifs et piller les villages. Donc, il y a eu un esclavage de blancs, puisque esclave vient de slave, ce qui veut donc dire que les caucasiennes étaient très appréciées à la cour des sultans et dans différents pays arabo-musulmans. Mais surtout, ce qu'on oublie de dire quand on parle de l'esclavage, et on a raison de condamner la traite atlantique, qui est un crime contre l'humanité, c'est qu'il y a eu 3 traites. Il y a eu la traite orientale, qui a duré du 7e siècle et qui dure encore aujourd'hui en Libye et dans les zones tenues par Daesh, puisque c'est quand même l'esclavage existe là de plein droit. Il y a eu la traite interafricaine. Beaucoup de pays africains sont encore structurés selon une hiérarchie héritée de l'esclavage. Et puis, ce qu'on oublie de dire, c'est un petit détail, mais enfin, je crois que c'est important, c'est que l'Europe n'a pas inventé l'esclavage, elle a inventé l'abolition. Le premier abolitionniste a été le marquis de Pombal en 1761 au Portugal, suivi du Danemark, suivi de l'Angleterre, suivi de la France. Alors la France a évidemment eu un raté puisqu'elle a aboli l'esclavage en 1792. Napoléon l'a rétabli. Ensuite, ça a été Victor Schœlcher. Mais comme les Européens sont éduqués dans l'auto-examen et dans l'autocritique, nous acceptons en quelque sorte d'être tenus pour seuls responsables du crime d'esclavage, alors même que c'est nous qui l'avons aboli, nos ancêtres, et qu'aujourd'hui nous avons sur ce plan une législation absolument irréprochable. Quand il y a des faits d'esclavage détectés en France, les fauteurs sont immédiatement punis. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Fédération abolitionniste estime qu'il y a à peu près 50 millions d'esclaves, principalement en Chine, en Inde, en Pakistan, mais aussi en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, mais aussi dans la péninsule arabique. Et donc, ces choses-là sont parfaitement documentées. Donc, un mot sur l'épisode de Pétré Grenouillot là, avec son livre. Alors, un mot sur l'épisode. Oui, c'est intéressant, vous avez raison. En 2005, Olivier Pétré-Grenouillot, qui est un historien nantais, publie un livre sur les traites négrières. Et il est immédiatement poursuivi par Christiane Taubira et un certain nombre d'associations guyanaises, antillaises, réunionnaises pour racisme, négation du génocide de la traite. Et l'avocat qui prend leur défense, c'est Maître Collard. C'est curieux parce que quand on sait où il est aujourd'hui, et donc ils font un procès à Pétré-Grenouillot, une campagne de calomnie, ils le menacent de mort, si bien que Olivier Pétré-Grenouillot a aujourd'hui abandonné l'histoire de l'esclavage et est passé à des sujets plus neutres. Mais il a fallu un livre absolument extraordinaire en 2008, qui est un livre d'un historien sénégalais qui s'appelle Tindia Ndiaye, Le génocide voilé, où cet historien révèle que si la traite atlantique a été un crime contre l'humanité, il y a une traite qui a été bien pire, c'est la traite arabo-musulmane qui dure depuis 1200 ans et qui, elle, n'est pas une traite normale, mais est un génocide puisque les conquérants arabes castraient, ou plutôt faisaient castrer les esclaves et que donc les esclaves avaient très peu de chances de se reproduire, ce qui explique, dit-il, pourquoi dans le monde arabo-musulman il y a très peu de Noirs ou de personnes à la peau foncée, alors que dans toute l'Amérique, du nord au sud, la communauté afro-américaine ou afro-caribéenne comprend à peu près 70 millions d'habitants. Et ce livre, évidemment, aurait dû soulever un tollé dans le monde arabo-musulman. Le seul historien, à ma connaissance, qui a reconnu l'existence de l'esclavage en terre d'islam, c'est Malek Chebel, dans un énorme livre, mais il est mort en 2015. Mais aujourd'hui, il est entendu que seuls les Occidentaux sont esclavagistes et que tous les autres peuples sont innocents de ce crime qui est,
en réalité le plus grand crime que l'humanité partage en commun depuis les origines, puisque vous savez que les Grecs et les Romains étaient esclavagistes. Mais enfin, il est encore aujourd'hui inconvenant de dire qu'il y a une traite interafricaine, une traite orientale. Et quelle est l'importance de l'enseignement décolonial à l'université aujourd'hui en France? Ah ben, je pense que cet enseignement est important puisqu'il nous dit que le colonialisme est plus virulent que jamais, qu'il s'applique désormais aux citoyens français d'origine immigrée, de deuxième ou troisième génération, et que les Français sont coloniaux par nature, comme ils sont racistes par nature, quoi qu'ils fassent, et que donc il faut désormais décoloniser la France, l'Allemagne, l'Angleterre de l'intérieur, c'est-à-dire en fait détruire les fondements de la civilisation européenne qui est tout entière marquée par ce péché originel ineffaçable. Alors là où c'est intéressant, c'est que si nous étions la seule culture à avoir pratiqué l'esclavage et le colonialisme, on pourrait dire oui, il y a vraiment un problème, ces blancs sont quand même des sacrés zigotos. Mais enfin, je vais prendre quelques exemples. L'Espagne a été occupée pendant 4 ou 5 siècles par différents royaumes venus du Maghreb, et que je sache, ces royaumes n'ont pas été très tendres, et d'ailleurs c'est pourquoi la lutte de la Reconquista menée par les Espagnols est la première grande lutte anticolonialiste de l'histoire. Et nous-mêmes, nous avons arrêté la conquête arabe à Poitiers. Et je pense que nous avons eu raison, même si l'extrême droite s'est emparée aujourd'hui de ce mythe. L'Empire ottoman a existé pendant 6 siècles. Il a colonisé une partie du Proche-Orient, du Moyen-Orient, jusqu'à l'Algérie comprise, et tout l'Est de l'Europe. Les Ottomans ont été arrêtés à Vienne. Aujourd'hui, M. Erdogan voudrait se réinstaller en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Croatie, en Roumanie, en Grèce, en Libye, et personne ne lui dit c'est du colonialisme. Non. Alors, il semblerait qu'il y ait un bon colonialisme quand il est porté par des non-européens et un mauvais quand c'est nous qui le portons. En réalité, il s'agit là évidemment d'une accusation qui est totalement grotesque et qui fait peser tout le malheur du monde sur les seules épaules de l'Europe et des États-Unis. Et je dois dire que c'est proprement insupportable. Venons-en au troisième grand élément de ce livre, qui est au fond le racisme, le racisme anti-noir, enfin, et en même temps les questions d'identité qui sont liées à cela et qui renvoient finalement à cette constellation de minorités qui ont en quelque sorte envahi l'espace public, l'espace social, l'espace vital qui est le nôtre, puisqu'il y a fort à parier que nous avons aujourd'hui affaire à des identités avec lesquelles nous essaierons de nous entendre. Oui, mais je suis en train de faire des… Parlez-nous de ça. Avant, je voyais oui, alors, mon écran. Maintenant, oui. je ne vois plus, c'est pour ça. Là aussi, on nous explique que donc notre situation vaut celle de l'Amérique, et on voit bien, je vais partir d'un exemple tout récent, c'est l'affaire George Floyd. L'affaire George Floyd est évidemment, vous vous souvenez, ce jeune garçon noir qui a été étouffé sous le genou d'un policier blanc, et immédiatement, comme un feu qui se répand dans la prairie, on nous a expliqué que les Noirs français subissaient le même sort que les Noirs américains, et on a ressorti l'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme, mort dans un commissariat en 2015, dans des circonstances non élucidées, puisque jusqu'à maintenant, tous les rapports qui ont été produits sur la mort de ce jeune garçon en ont conclu à des causes naturelles. Et quand on dit qu'il est mort entre les mains de policiers racistes, il y avait, je crois, parmi les policiers qui l'ont arrêté, 1 ou 2 Antillais, donc on ne peut pas accuser d'avoir voulu étouffer ce garçon. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est, si vous voulez, de décalquer la situation française sur la situation américaine et de vouloir, en quelque sorte, implanter chez nous une histoire qui n'est, comme vous l'avez dit au départ tout à l'heure, qui n'est pas du tout la nôtre. Nous n'avons pas connu l'esclavage sur le territoire de la France, nous n'avons pas commis la ségrégation, et non seulement nous n'avons pas commis la ségrégation, mais je voudrais rappeler quand même un épisode très intéressant de l'histoire du XXe siècle, c'est l'émigration massive sur notre sol de musiciens
dramaturges, écrivains, poètes afro-américains qui sont venus à Paris et en France se réfugier pour échapper au pogrom et au lynchage. Je rappelle qu'aux États-Unis, jusque dans les années 50-60, on brûlait les Noirs, on les pendait, on les lynchait, toute pratique qui n'existait pas en France. Et je voudrais m'arrêter sur deux exemples très simples. Le premier, c'est James Baldwin, que j'ai rencontré à Paris, grand écrivain américain, qui nous a expliqué, on avait pris un verre, et qui, dans tous ses livres, explique que la France a littéralement sauvé, que pendant la guerre, les prisonniers allemands étaient mieux traités par l'armée américaine que les soldats noirs américains, et qui nous expliquait qu'en France, ce qu'il avait sauvé littéralement par rapport à l'Amérique, c'était l'indifférence des Français à son égard. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas de savoir s'il était noir, on ne se préoccupait pas de savoir son orientation sexuelle car il était homosexuel. Et il a cette phrase, je trouve, qui est tout à fait passionnante. Il dit « Les Français m'ont épargné les béquilles de la race ». Et c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il n'est plus regardé, il n'était pas regardé à l'époque comme un noir, mais comme un être humain qui parlait l'anglais. Et aujourd'hui, il y a par exemple quelqu'un comme Thomas William Chatterton qui va sortir un livre bientôt, qui est un Afro-Américain, qui s'est installé à Paris et qui a quitté l'Amérique parce que, dit-il, j'en ai assez d'être ramené en permanence à ma couleur de peau, je veux qu'on me juge sur mes qualités humaines et littéraires. Et puis, on pourrait aussi prendre un autre exemple, c'est celui de Joséphine Baker, donc la fameuse chanteuse qui est venue en France avant la guerre, qui a été résistante, et en 1957, dans un congrès de la LICRA, elle explique que quand elle attendait un taxi en France, le taxi s'arrêtait, alors qu'aux États-Unis, jamais un taxi n'aurait pris une femme noire. Quand elle allait chez le médecin la consultait sans être dégoûté par sa couleur de peau. Quand elle allait au restaurant, on tirait une table pour elle et on la servait. Et elle dit, aux États-Unis, en France, contrairement aux États-Unis, on ne m'a jamais dit sale noire ou sale négresse, mot qui me blessait horriblement. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, ce serait absurde. Je dis simplement que nous avons une autre conception de l'être humain et que la France est un pays par nature universaliste qui ne réduit pas les gens à leur couleur de peau ou à leur sexe. C'est-à-dire que nous considérons les personnes sur leurs valeurs propres, sur leurs actes et non pas simplement sur leur identité ou sur leur apparence ou sur leur épiderme. Et en d'autres termes, ce que je défends moi en France, c'est le refus d'assigner les personnes à résidence dans leur origine sociale, dans leur race, dans leur religion, dans leur croyance, dans leur déterminisme. Parce que c'est ça, me semble-t-il, la grandeur. Est-ce qu'on y va, Pascal? Est-ce qu'on va vers cette société-là? D'accord, on partage ce que vous venez de dire. Nous sommes tous universalistes et partisans de ça. Mais la société, est-ce qu'elle ne va pas précisément vers ce que vous dénoncez? Je crains qu'on y aille. Vous avez raison, c'est pour ça que j'écris ce livre. Je crains qu'on y aille. Et je dois dire qu'un jour, je suis tombé des nues lorsque ma fille m'a demandé si j'étais conscient de mon privilège blanc. Alors, je lui ai répondu, j'ai mis du temps à lui répondre. Je lui ai dit d'abord qu'elle le partageait avec moi. Et puis que dans une société qui est blanche, c'est-à-dire claire de peau à 92 ou 93%, il n'y a pas de privilèges. Les privilèges sont d'ordre socio-économique, les privilèges sont des privilèges de pouvoir, et qu'entre un millionnaire noir et un clochard blanc, me semble-t-il, les privilèges ne sont pas tout à fait là où on le croit. Donc aujourd'hui, ce sont les minorités qui réclament des privilèges. C'est ça qui est intéressant. Et je vais prendre un exemple. Lorsque les danseurs de l'Opéra de Paris, vous avez peut-être vu cette polémique récemment, 15 danseurs qui ont la peau foncée refusent de porter les tutus et demandent des tutus les collants qui font les jambes grises. Voilà, et refusent de danser la danse des bayadères parce que ça rappelle l'esclavage. C'est eux qui demandent des privilèges, ils demandent d'échapper à la loi commune. Lorsque, par exemple, des musulmans fondamentalistes refusent les caricatures du prophète en disant « c'est une insulte à notre religion », mais que les chrétiens, catholiques, protestants ou que les juifs acceptent qu'on se moque de Moïse, du pape, de Jésus
ou autres, qui réclament des privilèges? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est ces minorités? Et c'est là, privilège en latin, ça veut dire la loi réservée la loi réservée en privé pour un petit nombre. Donc, l'abolition des privilèges a eu lieu le 4 août en France et je crois que nous devons continuer à plaider pour l'idéal républicain qui est un idéal universaliste. Sur ce sujet, que pensez-vous de la thèse de Lilian Thuram qui vient de sortir un livre précisément sur cette question-là, question du privilège blanc, lorsqu'il soutient que c'est peut-être pas une affaire générale, un comportement général, mais l'affaire de minorités en France qui précisément utilisent cette arme pour installer leur privilège. Non, mais alors il faut distinguer deux choses. Qu'il y ait en France des individus allergiques à toute espèce d'altérité, qui n'aiment ni les Noirs, ni les Asiatiques, ni les Arabes, ni les Indiens, ni les homosexuels, ni les lesbiennes, évidemment que ça existe. Et loin de moi… Il dit c'est ça la pensée blanche. La pensée blanche, c'est la conscience de ce privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est une allergie. Et cette allergie, elle est condamnée formellement par nos institutions. Et donc, je dirais que l'État est constitutionnellement antiraciste. Et d'ailleurs, l'État finance aujourd'hui la fondation de M. Lilian Thuram qui reçoit des fonds de l'État français. Et puis, je crois là que M. Thuram se trompe parce que j'étais avec lui dans la rue, il a une aura, une popularité que je rêverais d'avoir. Les gens s'arrêtent partout pour l'acclamer, lui demandent des autographes. Et Lilian Thuram, dans le débat que j'ai eu avec lui, débat très courtois dans Le Point, me dit, malgré ma célébrité et malgré ma richesse, car il est très riche, quand je hèle un taxi, eh bien souvent, on ne me prend pas. Alors là, je suis désolé, ben oui, on est à Paris. Vous avez déjà vu des taxis parisiens qui s'arrêtent la nuit? Vous avez déjà vu la muflerie du taximan parisien de base? Vous savez ce que c'est que de vivre à Paris, dans une ville où tout le monde se fait la tête et où les taxis vous disent, vous allez où? Ah non, c'est trop loin, j'y vais pas. Mais ben oui, ça, c'est les rapports français et on peut être blanc, noir, un rupin ou un pauvre. Quand le taxi a décidé de ne pas s'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Ça a un peu changé avec le Covid, je dois dire, parce que là, les clients se font rares. Mais je pense qu'il ne faut pas tirer une loi universelle de petits exemples comme ça. Pour moi, le mot privilège désigne d'abord une position de richesse et une position de pouvoir dans la société. Que l'on veuille ouvrir les grandes entreprises aux femmes, aux minorités, je suis absolument d'accord. Et la police et l'armée, d'ailleurs l'armée est probablement l'institution qui est la plus avancée dans cette démarche. Mais ne divisons pas le monde en couleur de peau, parce qu'à ce moment-là, et c'est le reproche que j'ai fait à Lilian Thuram, c'est de reproduire malgré lui ce qu'il dénonce dans son livre, c'est-à-dire la notion de privilège. Et donc, je crois qu'il faut… que nous le voulions ou non, le fait que notre constitution soit aveugle à la couleur, c'est-à-dire que considère que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en valeur, ça me semble être la meilleure des choses, contrairement à ce que disent un certain nombre d'organisations antiracistes. Pascal, je vois que l'heure passe, oui, je suis désolé. On va terminer avant de passer la parole à tout le monde. Un dernier mot, on vous définit souvent comme un mélancolique de gauche. Est-ce que vous gardez, au terme de ce livre, une impression de mélancolie persistante? Et puisque vous le défendez depuis plusieurs mois aujourd'hui sur les écrans et ou ailleurs, est-ce que vous avez vu changer l'opinion des gens sur ce sujet? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut nous préparer à faire le dos rond ou bien au contraire à résister à un mouvement auquel on n'échappera pas? Alors, mélancolique de gauche, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, c'est plutôt réactionnaire quand ça n'est pas fasciste, si vous voulez. L'accumulation des adjectifs est en marche, mais non, mélancolique, non, je suis plutôt un hédoniste, mais et un optimiste. Moi, je suis un optimiste de combat. Je pense qu'effectivement, vous avez raison de parler de résistance. Nous sommes un certain nombre aujourd'hui
dans toutes les couches de la société, dans toutes les couches du monde intellectuel et médiatique, à vouloir résister à ce qui me paraît, moi, un néo-obscurantisme, c'est-à-dire un progressisme inversé. Et donc, il ne faut pas du tout céder du terrain à cette doctrine-là. D'ailleurs, aux États-Unis, même, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens commencent à se rébeller contre cette pensée de l'annulation, ce mouvement. Et je crois qu'en France, nous avons peut-être des bases plus solides pour la contrecarrer, cette pensée-là. Donc oui, il faut résister. Bon, après, chacun mène sa vie comme il l'entend, mais la gauche est dans une crise dramatique. La preuve, c'est qu'elle n'est même pas capable, pour l'instant, la social-démocratie, je veux dire, le Parti socialiste n'est pas capable de présenter un candidat. Et donc, la gauche est malade, mais dans le vide de la gauche s'engouffrent des théories qui, par certains côtés, ressemblent quand même à ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de l'Europe au XXe siècle, parce que les fous de la race sont un peu comme les fous de Dieu. Ils ont sévi dans les années 30 et je pense qu'ils n'ont pas laissé de bons souvenirs. Donc, nous devons effectivement éclairer, comprendre et porter haut les lumières de la raison. Donc, on peut considérer peut-être que cette image qui est dans votre livre, où l'on voit le roi blanc sur un jeu d'échecs être défait et mat par les pions noirs, n'est peut-être pas non plus l'image absolue de la situation. Oui, je voulais juste, pour alimenter le débat, voir si, selon M. Bruckner, il y avait un lien avec la détérioration du climat politique un petit peu dans toutes les démocraties. Et le dernier événement du Capitole aux États-Unis nous a montré que ça allait très mal, avec des signes paradoxaux d'ailleurs, puisque d'un côté, il y a eu comment dire, les élections ont été suivies, même une participation assez élevée. Deuxième signe positif, c'est que les jeunes ont beaucoup voté. Mais il y a eu néanmoins le Capitole, comme nous avons eu, nous, par ailleurs, des événements en France. Et donc la question, c'est, y a-t-il un lien entre les phénomènes que vous venez d'évoquer, l'ensemble des phénomènes que vous venez d'évoquer, sociologiques, y a-t-il un lien entre ces événements, d'une part, et la détérioration des climats politiques et la version de plus en plus de la démocratie? Est-ce qu'il y a ce lien-là qui existe? Est-ce que les lumières ne sont pas en train de s'éteindre un peu partout? Merci d'avoir pris ma question. Oui, ben je crois que vous avez raison, oui. Il y a une crise profonde de la démocratie qui est confrontée à des contre-modèles. Alors, il y en a au moins 3 grands. Aujourd'hui, il y a la Russie qui enchaîne sur un modèle despotique, qui est un peu la suite du communisme à l'intérieur d'une économie voilà, capitaliste un peu mafieuse. Il y a la Turquie, et donc, qui s'affiche comme l'héritière de l'Empire ottoman. Puis il y a la Chine, qui est notre grand adversaire, parce que la Chine nous défie sur tous les terrains, le terrain économique, le terrain technologique et le terrain politique, puisque c'est un capitalisme communiste. Donc, voilà, une sorte d'oxymore extraordinaire et que la Chine va tirer son épingle du jeu du Covid, qu'elle nous a par ailleurs gentiment refilé. Mais je pense que, curieusement, Marc parlait tout à l'heure de mélancolique. J'avais écrit en 90 un livre qui s'appelait La mélancolie démocratique, où je disais, attention, nous avons vaincu le communisme, mais ça n'est pas une victoire de la démocratie, c'est juste la défaite du communisme. Et je crois que cette victoire a entraîné les démocraties dans une sorte d'ivresse de la conquête, où on a cru que les jeux étaient faits, que la démocratie allait se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier, et qu'au fond, les noces conjuguées du régime parlementaire et de l'économie de marché allaient entraîner tous les hommes dans une même adhésion, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a d'abord l'islamisme triomphant qui gagne l'ensemble du monde arabo-musulman, et ça n'est pas du tout la modération qui l'emporte dans ce monde-là, mais au contraire l'extrémisme et le djihadisme. Et puis les régimes autoritaires ou les régimes de dictature sont en train de vouloir damer le pion à la démocratie. D'ailleurs, c'est ce que dit Xi Jinping, c'est ce que dit aussi Poutine.
les démocraties sont faibles par nature parce qu'elles sont incapables d'imposer une ligne. Et donc, je crois que nous sommes rongés par le doute. Mais le doute le plus important, c'est le doute sur nous-mêmes. Sommes-nous capables finalement de donner une espérance aux jeunes générations? Sommes-nous capables de conduire nos sociétés vers l'avenir, alors même que des autocraties semblent beaucoup plus performantes en ce domaine? Et donc, c'est le défi à relever. Quant à l'Amérique, vous avez eu raison de dire, il y a un double mouvement. Il y a un optimisme puisque Biden a gagné contre une présidence erratique et clownesque, mais en même temps, 74 millions de gens ont voté pour Donald Trump et sont prêts apparemment à recourir aux armes, puisque on sait que le FBI et l'armée se sont emparés du Capitole pour protéger le nouveau président. Et un pays divisé, c'est un pays affaibli. Et donc, quand je suis très mélancolique, pour reprendre le terme de Marc, je me dis que nous vivons en Europe et aux États-Unis la fin d'une civilisation. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons en quelque sorte dirigé l'histoire pendant quelques siècles, et aujourd'hui, il y a une sorte d'abîme qui s'ouvre devant nous. Nous avons le sentiment de ne plus mobiliser les hommes comme nous avons pu le faire autrefois. Et puis à d'autres moments, je me dis que malgré tout, l'Europe reste un peu la conscience du monde. C'est vers l'Europe que se dirigent un certain nombre d'opprimés, de persécutés, d'exilés, ce qui est une manière, là aussi, de lui rendre hommage. Donc simplement, je me demande si nous serons capables de relever ce défi ou si nous allons céder aux défaitistes, aux nihilistes qui voudraient en quelque sorte anéantir ce qu'il reste de la culture européenne au nom de la culpabilité blanche, au nom du colonialisme, au nom de l'impérialisme, au nom notamment du défi climatique, et qui sont persuadés que notre disparition rendra le monde meilleur. Je n'en ai pas le sentiment. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre qui me paraît être un point d'étape. Ce livre peut-être, et je ne l'espère pas en vérité, sera peut-être un collector dans lequel on se dira, tiens, eh ben, en 2021, au sortir ou pendant un confinement qui était bien pénible, on a débattu de ces questions dont on ne pensait pas qu'elles allaient nous accabler de la même manière. Et aujourd'hui, regardez, on a déjà dit ça en 2021. Merci Pascal. Merci Marc, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et j'espère vous revoir tous à Pau très prochainement. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Quand tu voudras. Merci. Au revoir. Au revoir.